Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire. Je me présente rapidement, je suis Marion Sanchez, chef de projet marketing au sein du groupe T2I. Et aujourd'hui, je serai en charge principalement de la logistique de ce webinaire. Donc juste avant de démarrer et de passer la parole aux deux intervenants, qui sont Jean-Sébastien Stegen et Adriano Labat, je vais vous donner quelques informations pratiques. Tout d'abord, si quelqu'un peut me confirmer qu'on m'entend bien. Voilà, oui, alors j'ai la confirmation qu'on m'entend bien. Donc, on peut continuer. Pour rappel, c'est une session qui durera une vingtaine de minutes. Et puis, afin qu'on respecte ce timing, je vous propose de poser vos questions via la fenêtre onglet chat que vous avez sur votre écran. Mais en revanche, nous y répondrons uniquement à la fin du webinaire. Comme ça, on peut respecter le temps imparti et puis ceux qui veulent nous quitter pourront quitter dans les temps. Voilà, donc j'en ai fini avec la partie pratique. Du coup, je vais passer la parole à Jean-Sébastien pour parler du sujet du jour consacré à la protection des données au sein de vos entreprises. Jean-Sébastien, je t'invite à allumer ta caméra, c'est fait. C'est fait, exactement, tout à fait. Merci Marion, bonjour à tous, bonjour Adriano qui nous a rejoint. C'est vrai que ces rendez-vous sont un peu récurrents maintenant, on essaie d'avoir des invités un peu surprises, on va dire, sur ces sujets-là. Là, on a accompagné d'Adriano Labat, qui est RSSI et DPO, donc qui est vraiment au cœur de ces sujets de protection des données des tiers, hein, et c'est vraiment le sujet qu'on a aujourd'hui. Alors le sujet qu'on va adresser, c'est vraiment en quoi une JED peut aider sur la protection des données, donc en fait sur le respect de la LPD pour la Suisse et de la RGPD pour la zone Europe et donc pour la France. Hein. On va parler un petit peu du contexte actuel déjà dans un premier temps, hein, voir un petit peu ce qui a changé. Hein. C'est vrai que quand on parle de RGPD, c'est là de 2018, donc c'est pas très récent. Hein. Par contre, pour la Suisse, il y a quand même des choses qui ont changé et puis on va adresser ce sujet-là tout soudain. On va donner quelques définitions pour bien comprendre ce que ça veut dire, hein, et puis un peu tous les termes qu'on retrouve dans la loi, et puis les principes à appliquer. Et puis au final, l'objectif par rapport à ça, c'est de voir une JED comme UDOC, elle peut vous aider à mettre en place à respecter un petit peu ces différentes choses. Et le but, c'est bien entendu de pouvoir vous aider dans cette démarche et dans cette mise en œuvre-là. Alors le contexte actuel, il est assez simple. La RGPD, elle a été acceptée par l'Union européenne en avril 2016. Elle est entrée en vigueur le 25 mai 2018, donc ça, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui se souviennent de cet élément-là. Hein. La loi sur la protection des données, alors c'est pas une loi qui est si récente que ça, elle existe depuis 92 sur territoire suisse, alors elle n'était pas tout à fait appliquée. Hein. Par contre, l'arrivée de la RGPD a impliqué deux choses. Un, c'est qu'on allait devoir quand même appliquer un certain nombre d'éléments. Alors déjà sur territoire suisse, pour les entreprises qui ont des liens avec l'Europe, la RGPD est obligatoire, hein, et pour les entreprises qui n'étaient pas encore, qui ont pas ces liens-là, la loi sur la protection des données est venue se compléter, est venue se durcir un petit peu, en tout cas s'harmoniser, on va dire, pour être plus précis, hein, avec la RGPD. Et l'entrée en vigueur, alors c'était accepté par les deux conseils en septembre 2020, l'entrée en vigueur sera prévue actuellement début 2023, mais on sait qu'avec ce qui se passe, des fois, ça peut avoir un certain décalage. Alors, Adriano, j'ai eu grand plaisir de lire un petit peu ces réglementations et ces lois. J'avoue qu'il y a quand même des termes qui sont assez précis dans ces lois, comme toute loi, hein, finalement. Hein, c'est le principe du législateur et c'est un petit peu le principe de tout ce qui est légal, c'est d'avoir des informations qui sont assez précises. On retrouve des notions de données personnelles, de données sensibles ou sur des catégories particulières, des notions de traitement, des notions de profilage. Est-ce que tu peux, en quelques mots, définir ça de manière à ce qu'on puisse se comprendre dans la suite de notre webinaire? Voilà, merci Sébastien. Alors, il y a effectivement plusieurs termes qu'il est utile de rappeler, donc je vais les passer en revue brièvement. Les données personnelles ou les données à caractère personnel, ce sont des données qui permettent d'identifier une personne, alors, soit directement à travers un nom, une photo, soit indirectement parce qu'il faut la relier, ces données, à d'autres données, comme un numéro de sécurité sociale, par exemple. Il y a également des catégories particulières de données personnelles qu'on appelle données sensibles.
Donc, ce sont là des données qui révèlent certains aspects d'une personne. Et donc là, il y a des catégories, donc c'est une liste exhaustive. Donc, on a les origines raciales, ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses. Il y a aussi l'appartenance syndicale de la personne, les données en lien avec la santé, l'orientation, la vie sexuelle, les données génétiques et biométriques. Voilà ce qu'on appelle les données sensibles. Et dans le terme de traitement, qui est un terme assez vague, il faut comprendre en fait, par exemple, la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage ou l'effacement, la destruction de données. Il y a des définitions plus larges encore, mais ce qu'il faut retenir, c'est des activités qui s'appliquent aux données, y compris la consultation. Donc, on nous demande souvent, même la consultation, c'est un traitement de données. Et enfin, le dernier terme, le profilage, il faut comprendre qu'il s'agit d'une technique automatisée de traitement de données personnelles qui vise à capturer des aspects de la personnalité d'un individu, comme ses intérêts, ses préférences, son comportement. Et là, il existe des garde-fous pour, dans certains cas, surtout lorsque le profilage est associé à une prise de décision automatique qui pourrait léser une personne, imaginons une personne qui postule pour un poste et qui serait recalée juste sur la décision d'un algorithme, par exemple. Donc là, il y a des garde-fous qui existent. Voilà. Très bien, mais ça va nous permettre de comprendre un petit peu ce qui suit, c'est-à-dire les principes sur le fond qu'on va devoir appliquer, sachant que la LPD et les RGPD sont quand même assez similaires. Alors, il y a des différences qui existent entre les deux, mais elles sont relativement ténues. La plus grosse différence qu'on peut retrouver, c'est le fait que en RGPD, donc plutôt sur la zone euro, sur la zone Europe, on est percé illicite, ce qui n'est pas le cas au niveau de la LPD. Donc ça, c'est des choses qu'on peut retrouver dans la littérature. Alors, il y a beaucoup de littérature qui existe sur le sujet, mais c'est des choses qu'on peut retrouver dans la littérature. Si on attaque un petit peu les différents principes qui existent, alors on va pas reprendre des articles pour mot tels qu'ils ont été mis au niveau de la loi, mais il y a des notions qui sont quand même assez complexes et puis qu'on doit connaître, nous, au niveau de l'informatique, au niveau de l'IT, quelque part que toute entreprise doit connaître, mais qui sont pas natives ou qui sont pas triviales, notamment cette notion de licéité, cette notion de bonne foi, cette notion de transparence. Tous ces éléments-là, c'est des éléments, c'est des principes qu'on doit respecter. Alors, on a regroupé les sujets. Souvent, on a des principes et puis nous, on a décidé un petit peu dans ce binaire, parce qu'on parle de GEV, de regrouper les principes. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire, ces principes-là, fondamentalement? Alors, effectivement, le législateur a défini des principes qu'il faut respecter pour tout traitement de données. Je vais résumer rapidement ces principes sans entrer trop dans le détail. Le premier, c'est le principe de licéité. De quoi il s'agit? Eh bien, tout traitement doit être licite, donc il doit être justifié. Et un des motifs justificatifs, par exemple, qu'on connaît, c'est le consentement de la personne. Mais ce n'est pas le seul. Il y a d'autres justificatifs comme l'existence d'une loi qui pourrait justifier un traitement, et aussi ce qu'on peut appeler l'intérêt prépondérant, public ou privé. Le principe de bonne foi, qu'on appelle le principe de loyauté aussi, c'est dans la réglementation suisse ou Europe. Là, un traitement de données ne peut pas se faire à l'insu d'une personne, ne peut pas se faire contre son gré. Donc, la personne doit avoir été informée au préalable. Donc, c'est là où on rejoint le principe, un des principes majeurs de la protection des données, c'est le principe de transparence. Et dans ce principe, il faut s'assurer que les personnes aient connaissance de tous les aspects du traitement. Alors, quelles données sont collectées, dans quel but, quelle finalité, combien de temps elles vont être conservées, à qui elles vont être transmises, et puis comment elles vont être protégées, voilà, sécurisées, parmi d'autres informations. Mais il faut également informer, selon ce principe, sur les droits des personnes, ce que les personnes peuvent exercer comme droits, qui sont par exemple l'accès à ces données personnelles, la possibilité de faire une demande de rectification, une demande d'effacement des données lorsque c'est pertinent. C'est là où ce terme, on l'emploie aussi sous la dénomination droit à l'oubli. Et il peut aussi limiter ou s'opposer à un traitement.
Donc voilà, il faut aussi communiquer sur ces droits, c'est très important. Très bien. Ça fait partie des principes qui sont importants. Il y en a d'autres, c'est le principe de finalité. Donc ça, je te laisse peut-être expliquer aussi ce que ça veut dire la finalité dans l'utilisation des données personnelles. Alors, le principe de finalité, ou on appelle aussi le principe de limitation des finalités, donc là, les données collectées ne doivent être traitées que pour atteindre le but défini et communiqué au préalable à la personne. Donc, un traitement, une finalité et une communication. Donc, on voit des choses qui vont ensemble. Les données ne peuvent pas être utilisées pour une autre finalité que celle qui a été communiquée au préalable. Donc, un traitement peut avoir plusieurs finalités, mais il faut alors qu'elles soient communiquées. C'est très important. Ça doit faire partie des informations qui sont données au préalable aux personnes. Donc, pour chaque finalité, je dois informer et avoir quelque part l'approbation du tiers. Un motif justificatif, ce n'est pas toujours le consentement. Très bien. Et puis, alors, il y a un autre élément qui est un peu compliqué quand on parle de données personnelles, c'est cette notion de proportionnalité, de minimisation des données. Alors, déjà, c'est pas facile à articuler, mais je te laisse expliquer ce que ça veut dire, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, en fait, si on n'a pas une explication. C'est un peu barbare, mais là, ce principe nous demande de ne traiter que les données indispensables au traitement. Donc, si je prends un exemple, si je m'inscris pour recevoir une newsletter, je devrais au minimum fournir mon adresse courriel, peut-être éventuellement mon nom, mais ça n'aurait pas de sens que je doive fournir également mon numéro de téléphone, mon adresse, ma fonction professionnelle, le nom de mon employeur. Voilà, c'est pour montrer qu'il faut utiliser le minimum de données indispensables pour le traitement. Donc, autant que possible, aussi peu que nécessaire, finalement. Voilà, si on paraphrase, c'est certains de nos conseillers fédéraux. Très bien, je te remercie Adriano. Finalement, dans tout ce qu'on est en train de dire là, on a parlé d'ICIT, de proportionnalité, de minimisation des données, on a parlé de bonne foi, de transparence et autres. Fondamentalement, c'est des choses qu'on peut être amené à prouver. Alors, quand on parle de GED, quelque part, on parle de documents. Alors, quand j'entends le mot document, je ne parle pas forcément de documents papier. Ça peut être des documents électroniques. Donc, si je vais dans UDoc et qu'à un moment donné, j'ai un tiers qui s'appelle Stegen, alors j'ai pris celui-là parce que je le connais bien, et que j'ai un tiers qui s'appelle Stegen, je peux lancer les recherches, voir tous les documents qui concernent Stegen, et je vais peut-être pouvoir même afficher ce document-là. Ici, pour exemple, c'est un document qui est assez intéressant puisque c'est un document qui nous permet de voir un petit peu ce qui a été fait, où j'ai les informations, les données du tiers, mais j'ai également toutes les acceptations et tout ce qui correspond par rapport à ce tiers sur la finalité, ce qu'on vient de parler tout à l'heure, des collègues sur les responsables du traitement. Donc même le responsable du traitement, il est connu dans ce cas-là par mon tiers, sur les durées de conservation, les destinataires des données, et puis même des informations sur la loi de la CNIL, informatique et liberté, de manière à pouvoir faire ça. L'avantage, quand j'ai ce document-là dans une GED, et on pourrait très bien dire j'ai un document papier que je mets dans un classeur, ou éventuellement même dans une arborescence Windows, mais c'est l'avantage que j'ai par rapport à une GED, c'est que justement, je vais pouvoir aussi, par rapport à ça, garantir une certaine traçabilité, une certaine valeur légale du document. Donc, je veux que ce document, il soit authentique, il soit fiable, il soit intègre, il n'y a pas eu de modification, et quelque part, il a une certaine pérennité. Ça, c'est un gros avantage, c'est que je vais pouvoir démontrer ces différents éléments-là au niveau de ma GED, au niveau du doc. Mais au-delà de ça, on a dit tout à l'heure, il y a cette notion de droit à l'oubli. Alors, le droit à l'oubli, c'est même plus qu'un droit, c'est un devoir finalement. Alors, ce que je vais vous montrer ici, c'est des choses qu'on peut faire de manière massive, de manière programmée, mais manuellement, je peux vous montrer quand même. C'est que je peux venir ici sélectionner tous les documents, et en sélectionnant tous les documents, je vais pouvoir faire une suppression, mais je vais également pouvoir dire, si par exemple, mon tiers Stegen dit, moi j'aimerais bien avoir tous les documents, toutes les données que vous avez à mon sujet, mais je vais pouvoir télécharger ça en local, je vais pouvoir faire un envoi éventuellement par courriel, je vais pouvoir copier les liens, je vais pouvoir faire un certain nombre de choses. Donc, je peux extraire les données et les envoyer dans ce cas-là à mon tiers qui m'a fait la demande. Et bien entendu, je peux supprimer de manière à être sûr de ne plus avoir ces documents-là chez moi, simplement parce que j'ai ce besoin. C'est quelqu'un qui ne travaille plus chez nous, qui ne travaille plus avec nous comme client ou autre. Et donc, je vais pouvoir
supprimer ces documents-là. Donc là, déjà, on voit que par rapport au principe que tu as énoncé, on se met dans une démarche, on se met dans une posture où on va pouvoir mettre en application un certain nombre de choses. Ce n'est pas l'outil qui va forcer à être RGPD, hein, mais c'est bien les procédures qu'on va implémenter dans l'outil, quelque part que l'outil va nous imposer d'avoir, qui vont nous permettre d'être dans cette démarche-là. Dans les grands principes également, il y a un principe d'exactitude et de conservation. Alors, enfin, on va regrouper ces deux principes-là, hein, c'est un sujet pour nous au niveau GEC, mais fondamentalement, alors, je comprends que les données doivent être exactes, mais c'est un problème qui me concerne moi, ce n'est pas un problème qui concerne la loi ou le législateur. Hein, cette notion de conservation elle est également importante. Pourquoi est-ce que le législateur il se mêle de ça sur le fond? Est-ce que tu peux un peu décrire ça? Alors, ça ne concerne pas uniquement le législateur ou l'entreprise, ça concerne beaucoup la personne qui est concernée par ces données, qui pourrait être lésée par le fait que ces données soient inexactes à un moment donné. Donc là, ce principe d'exactitude demande que le responsable de traitement s'assure que ces données soient le plus exactes possible, qu'elles reflètent vraiment la réalité et surtout qu'il puisse mettre à disposition de la personne un moyen de faire une demande de rectification si elle constate que ces données sont inexactes. Donc ça, c'est très important parce qu'il pourrait être lésé, imaginons qu'il change de nom, de canton, de nationalité. Donc, selon le cas, pourrait être lésé. Un autre principe qui est pas directement lié, mais c'est le principe de limitation de la durée de conservation. Donc là, on dit que les données ne doivent être conservées que la durée nécessaire pour leur traitement, selon les finalités. Donc, selon ce principe, on ne va plus garder des données indéfiniment. Ça, c'est vraiment très important. Il y avait une époque où on le faisait avant l'entrée en vigueur de ces règlements, mais aujourd'hui, on ne peut plus garder indéfiniment des données. Et on a vu, par exemple, dans le doc, qu'il est possible de définir une durée de conservation pour certains types de documents. D'accord. Donc, ce que tu es en train de dire, bon, il y a ces modifications de données, changement de nationalité, changement de nom, peut-être l'arrivée d'un enfant, des choses comme ça. Ça, fondamentalement, c'est un document qui va arriver. Alors, soit en document déjà électronique à la base, soit en document papier qu'on émérite. Donc, ça rejoint ce qu'on a montré tout à l'heure, hein, avec tout ce qu'on peut mettre en place par rapport au document. Par contre, il y a bien entendu cette notion où, à un moment donné, alors, c'est de nouveau le droit à l'oubli, mais c'est un devoir, hein, le droit à l'oubli, et tel que tu l'exprimes, c'est vraiment un devoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a des données que je dois plus avoir, je dois vraiment les détruire, m'assurer qu'elles sont détruites. Donc c'est clair que par rapport à UDoc, ce qu'on va pouvoir faire par rapport à ça, c'est tout simplement par rapport à ces données-ci, venir ici modifier peut-être des critères d'indexation. Alors c'est des choses qu'on peut faire de manière automatique, hein, je vous montre de manière manuelle, et dire j'ai une date d'expiration sur ce document qui est par exemple la date d'expiration le 24 du 3 2038, et donc ça signifie que le 24 du 3 2038, ce document sera supprimé, hein, autant qu'on ait décidé de le supprimer au bout de la date d'expiration, il sera supprimé de la G. Ça me met dans la bonne posture et ça me met dans la garantie de dire ce document-là, à un moment donné, je sais que je l'aurai plus parce que j'en ai plus besoin. Alors, ça va bien sur les documents sur lesquels j'ai une certaine rétention qui est connue au départ. Maintenant, il y a tous les documents sur lesquels j'ai une rétention qui dépend en fait peut-être de la rupture de contrat ou d'un certain nombre d'événements. Donc là, on va travailler sur des événements et on sait qu'à partir de telle arrivée d'événements, on doit garder le document pendant 1 an, 2 ans, 3 ans ou éventuellement peut-être même qu'un mois. Hein, si on prend peut-être un collaborateur qui décide d'aller travailler autre part ou éventuellement même des locataires hein, dans des HLM, on ne peut pas garder le dossier du locataire une fois qu'il n'est plus locataire. On peut garder un petit peu, mais pas à vitam aeternam, donc ce sera détruit automatiquement. Je pense que ça répond bien à ce que tu viens d'exprimer. Le dernier point, qui est un point quand même, pour le coup, il est vraiment trivial, et je pense que l'intérêt d'une gêne est encore plus trivial par rapport à ça, c'est vraiment les aspects de sécurité. Hein, c'est qu'à un moment donné, j'ai des documents avec des données, hein, et puis un principe de sécurité qu'il faut respecter. Mais je te laisse peut-être exprimer ce que la loi veut dire par rapport à ça et de manière à ce qu'on se comprenne bien. Alors, le principe de sécurité est très important parce que lorsqu'on confie ces données personnelles à un tiers, à une entreprise, on voudrait avoir l'assurance que ces données sont bien protégées, qu'elles ne vont pas se retrouver sur Internet, qu'elles ne vont pas être utilisées à des fins malveillantes. Donc, on a là un principe de sécurité qui demande aux responsables de traitement
de prendre des mesures de protection, donc ce qu'on appelle des mesures techniques ou des mesures organisationnelles qu'il va mettre en place pour assurer cette protection des données. Si je prends un petit exemple, c'est par exemple le chiffrement des données, le fait de chiffrer les données qui sont stockées quelque part sur un serveur. Eh bien, si ces données devaient être volées, eh bien, l'auteur de ce vol ne pourrait pas les utiliser parce qu'il ne pourrait pas les lire, étant donné que ces données sont chiffrées. Donc, c'est un moyen, parmi d'autres, de protection de sécurité. Très bien. Ça reste relativement vague finalement dans la loi puisqu'on est obligé de tenir des mesures techniques et organisationnelles, mais enfin, voilà, c'est très difficile de pouvoir donner plus d'éléments. Il faut les adapter selon le contexte, selon la nature du traitement. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Et là, justement, c'est peut-être tout l'atout d'une gestion électronique du document comme UDoc, hein, puisqu'on va pouvoir définir des utilisateurs, hein, on va pouvoir gérer des groupes d'utilisateurs, et puis surtout, ce qui va être important par rapport à ça, c'est qu'on va pouvoir définir par rapport aux utilisateurs et groupes d'utilisateurs et toutes les fonctions que je vous ai montrées, plus toutes celles que je ne vous ai pas montrées, quelque part, c'est des choses qui vont être soumises à droite. Donc, hein, le fait d'afficher un document, le fait d'afficher l'existence d'un document, c'est des choses, ben, tout le monde ne va pas pouvoir le faire. Peut-être que je dois voir le document, ou peut-être que je dois juste savoir qu'il existe sans pouvoir le voir. C'est des choses qui sont possibles à mettre en place. On va mettre en place ça par rapport à des classes de sécurité qui vont donner des droits d'action, des droits à des fonctionnalités du doc. Et puis ces classes de sécurité, en tant que telles, elles sont importantes, mais elles viennent surtout s'adjoindre, je veux dire, à cette notion de règle métier. C'est-à-dire qu'en fonction de mon rôle, quelque part, en fonction de mon plan de placement, en fonction de mon organisation documentaire, peut-être je vais pouvoir voir le bail de location du locataire, ou peut-être pas, ou peut-être que je vais pouvoir voir le curriculum vitae d'un candidat, ou peut-être pas. Tous ces éléments-là, ben, on va pouvoir les configurer dans UDoc et fondamentalement, on se met en ordre de marche, on se met dans la bonne posture par rapport aux principes de sécurité où on nous demande clairement de mettre en place des démarches organisationnelles et techniques pour pouvoir garantir que le document, on ne fait pas n'importe quoi avec. Sur du papier, ben, un papier, ça peut traîner sur le bureau, tout le monde peut le voir. Si c'est dans une armoire bien sécurisée, ben, sur le fond de l'armoire, on arrive aussi à y accéder assez rapidement. Et si on n'est pas sur des organisations documentaires, si on n'est pas sur des GED, c'est très compliqué de sécuriser parce qu'à un moment donné, on n'a pas cette notion de classement qui va nous permettre d'aller relativement finement sur ces éléments-là. Est-ce qu'on peut dire qu'en mettant ça en place, finalement, on se met dans une bonne posture par rapport à la RGPD ou par rapport à la LPD? Alors, tout à fait. Là, on a une gestion assez fine des autorisations d'accès aux fonctionnalités, d'accès aux documents, selon le profil utilisateur. Donc, c'est clairement une mesure de sécurité technique au niveau de l'application UDoc qui permet d'éviter justement un abus sur ces données. Très bien. Je te remercie, Adriano. On en a fini avec les différentes présentations là. Donc, je pense qu'il doit peut-être y avoir déjà quelques questions-réponses. Je me tourne vers Marion, vous ne voyez pas parce qu'elle n'est pas dans le champ de la caméra. Bon, allez-y, posez des questions, on est là pour y répondre, c'est avec plaisir. Merci beaucoup pour cette présentation qui était fort intéressante. Effectivement, j'ai déjà quelques questions. Donc là, on a un participant qui vous remercie pour la présentation et qui se demande si finalement UDoc est conforme à la LPD. Je prends la réponse, je pense. Hein, oui, je prends la réponse. Ben, en fait, UDoc, il est conforme, oui et non. UDoc, c'est un outil, hein, et puis avec un outil, on peut faire bien les choses, on peut faire mal les choses. Il peut vous aider à être conforme à la RGPD ou à la LPD, hein, mais ça signifie que derrière, il y a quand même des procédures organisationnelles qu'il faut mettre en place pour configurer également correctement UDoc par rapport à ça. Donc, j'ai envie de dire, très simplement, avec UDoc, vous aurez plus facilement accès à cette conformité à la LPD et à la RGPD. Hein. Sans UDoc, vous pouvez aussi l'avoir, mais ça va être un peu plus laborieux. Hein. Par contre, l'outil en lui-même, il va faire ce qu'on lui dit de faire. D'autres questions, probablement? Oui, j'ai une autre question, effectivement, qui s'adresse peut-être plus à Adriano. Vous nous avez montré le principe de sécurité, mais qu'est-ce qui me garantit que votre application est vraiment sécurisée? Alors oui, c'est une bonne question. Donc, c'est une chose de mettre en place des fonctions qui vont aider effectivement le responsable de traitement à être conforme. Mais effectivement, au niveau de la sécurité, ce que Groupe T2I
fait comme action, c'est de mettre en place des audits de sécurité. On va procéder à des audits de sécurité de façon régulière sur nos applications et ça nous permet de découvrir les éventuelles failles, les éventuelles vulnérabilités qu'il y a au niveau applicatif et de pouvoir les corriger. Donc, ça nous donne une assurance sur le niveau de sécurité. Souvent, plusieurs clients nous demandent d'ailleurs si nous avons procédé à des audits de sécurité pour qu'ils aient cette assurance également lorsqu'ils s'intéressent à notre produit. Merci. Alors, question suivante. Est-ce que via UDoc, je peux limiter l'impression des documents? Notion de droit d'utilisateur. Tout à fait. Donc, c'est un droit d'utilisateur, c'est un droit qui est donné. Et puis, si on ne donne pas le droit d'impression, l'utilisateur ne pourra pas imprimer. Ce qui est extrêmement important quand on parle de sécurisation des données, parce qu'il y a cette notion un peu de traitement qui est derrière. Donc, si vous imprimez un document et que vous l'envoyez par la poste à quelqu'un, peut-être vous n'êtes pas très conforme à l'LPD ou à l'RGPD. Là, justement, vous pouvez garantir que personne ne peut imprimer, typiquement. Merci. Est-ce que UDoc peut s'interfacer avec des logiciels comme Portalimo, par exemple? Oui. Alors, c'est un des points forts, je dirais, de UDoc. C'est le niveau d'intégration qu'on va pouvoir mettre en place. C'est extrêmement important. On a des API pour faire tout ce qu'il faut, des web services, on a des appels URL, donc ça, il n'y a pas de souci pour l'intégration avec des applications tierces. Je vous encourage peut-être si vous êtes client, à contacter le commercial en charge de votre côté, ou éventuellement même vous pouvez m'envoyer un email, me donner, vous avez ici contact@groupe-t2psy.com. On est prêt à échanger avec vous sur le sujet. Question suivante. Est-ce que UDoc peut prouver à l'utilisateur final que ces documents sont bien supprimés, chiffrés? J'ai un peu de la peine à comprendre la question, mais je vais essayer de l'interpréter. On va pouvoir prouver à l'utilisateur final un certain nombre de choses. Si le document est signé, par exemple, on va voir que le document est signé, ça ne sera pas un problème. Maintenant, le fait que le document est chiffré, en fait, il est chiffré généralement sur une baie de stockage. Et l'utilisateur, il doit voir son document. Donc, on ne va pas pouvoir lui montrer que c'est chiffré. C'est plutôt dans les conditions de mise en place opérationnelle où on va garantir que ce document-là est chiffré. Et puis, il y aura tous les éléments qui permettent de le prouver. Fondamentalement, c'est une question qui ne devrait pas, que l'utilisateur ne devrait pas avoir à se poser, parce que c'est une question qui est purement technique. Quand on met en place les choses correctement, ça le fait. Et l'utilisateur, il doit utiliser UDoc au quotidien sans devoir se poser cette question-là, parce que s'il se pose cette question-là, ça va ralentir son travail, et puis c'est pas le but, quoi. Le but d'une GED, c'est au contraire de pouvoir fournir les informations dont l'utilisateur a besoin, dans les conditions dont il a besoin, en respectant les différentes démarches, les différentes procédures, les différents principes tels qu'on a dit. Et tout en garantissant le bon fonctionnement de l'entreprise. Très bien. Je propose qu'on prenne encore une dernière question. Avec plaisir. Et puis on répondra si jamais aux autres questions de manière individuelle. Comme ça, on reste dans notre demi-heure de présentation. Donc la dernière question qui est arrivée. Est-ce qu'il y a un lien entre la valeur probante et le RGPD? Alors, quand on parle de jet de la valeur probante, quelque part, on a bien dit, et puis c'est bien ce qu'a dit Irène tout à l'heure, il y a des documents qu'on n'a plus le droit de garder. Parce que, voilà, donc, c'est des documents qu'on doit détruire parce qu'on ne travaille plus avec ces personnes-là ou on ne travaille plus avec ces tiers-là. Donc, ça, déjà, il y a un élément qui est important par rapport à ça, c'est garantir qu'on détruit les documents qu'on n'a pas le droit de garder. Donc, il y a déjà une notion de valeur probante qui apparaît là-dedans. Maintenant, quand on parle de valeur probante du document, il y a 4 grands principes qui sont les principes d'authenticité. Donc, je veux être sûr que le document est authentique, il est fiable, donc les informations qu'il comporte sont vraies. L'autre point, c'est l'intégrité, donc il n'a pas été modifié au cours du temps. Et puis la pérennité. Alors la pérennité, c'est le fait de pouvoir garantir que le document, il va être lu également sur un long terme. Sur moyen ou long terme, on va dire ça comme ça. Fondamentalement, c'est pas tout à fait la même chose. Ce sont des éléments qui sont un tout petit peu différents. Mais ce qu'il faut voir par rapport à ça, c'est que
quand typiquement on a une acceptation de travail avec les données, et ben cette acceptation-là, on est mieux si on peut prouver qu'elle est fiable, qu'elle est authentique et qu'elle est intègre, donc il n'y a pas eu de modification là-dessus. Donc il n'y a pas un lien direct entre ces éléments, entre la partie protection des données et la partie valeur probante du document, mais il y a un lien qui nous permet quand même d'être un tout petit peu mieux quand on met, enfin un tout petit peu mieux, même beaucoup mieux, hein, quand on met en place ces éléments-là au niveau d'une gestion électronique de documents ou au niveau du doc. Donc, voilà, je suis juste en train de mettre la batterie de mon PC, mais Voilà. être sûr de ne pas être coupé. Voilà, c'est chose faite. Merci Jean-Sébastien. Donc voilà, je propose qu'on arrête ici la partie questions-réponses. Vous allez recevoir à la fin du webinaire une petite enquête de satisfaction. Je vous invite vraiment à y répondre parce que ça nous permet vraiment de faire évoluer nos webinaires, nos sujets, etc. et les formats. Donc c'est vraiment très utile pour nous. Et puis ben voilà, je précise encore que nous proposons régulièrement des thématiques sous forme de webcast. Et puis, on en a aussi déjà fait par le passé, que vous pouvez retrouver sur nos sites internet. Et puis, si vous voulez manquer aucune info, ben, connectez-vous sur LinkedIn à notre chaîne YouDoc. Voilà, je crois qu'il est temps de conclure. Un grand merci à tous pour votre participation. Vous étiez nombreux aujourd'hui et ça nous fait toujours plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite. Merci bien, à bientôt. Bonne journée.